Sonobook présente L'homme qui voulait être roi de Rudyard Kipling, lu par Victor Vestia. Tout commença dans un train qui se rendait d'Ajmir à Mauve. Un déficit budgétaire malencontreux m'obligeait à voyager en classe intermédiaire, ce qui est absolument odieux. Les banquettes sont en bois en classe intermédiaire, et les passagers sont eux aussi intermédiaires. Des Eurasiens, des indigènes ou encore des vagabonds, des gens intéressants, mais souvent des ivrognes. Les passagers intermédiaires ne fréquentent pas les buffets de gare. Ils amènent avec eux de quoi se nourrir, achètent des bonbons aux marchands indigènes et boivent de l'eau le long des routes. En été, on en retrouve souvent morts dans les compartiments, et en toute saison, ils n'ont droit, à juste titre, qu'à un minimum de considération. Mon compartiment resta vide jusqu'à la gare de Nassirabad, où un homme de bonne prestance, en bras de chemise, y pénétra, et selon l'habitude des intermédiaires, se mit sans attendre à son aise. Comme moi, c'était un voyageur errant, avec un penchant avéré pour le whisky. Il racontait des histoires vécues dans des coins perdus de l'Empire où il s'était rendu. Ces aventures périlleuses lui avaient à peine rapporté de quoi survivre. Si l'Inde ne comptait que des gens comme vous et moi, qui ne savent pas plus que les corbeaux où ils prendront leur ration du lendemain, ce n'est pas 70 millions de revenus que produirait le pays, mais 700 millions, disait-il. Et à regarder sa bouche et ses mâchoires, je me sentais enclin à partager son avis. Nous parlâmes politique. Cette politique des gueux et de leur république, qui voit l'envers des choses, le côté dont on n'a point poli les lattes, ni le plâtras. Et nous causâmes organisation postale, parce que mon ami voulait envoyer une dépêche à la prochaine station à Ajmir, où bifurque sur Meaux la ligne de Bombay quand on vient de l'Est. Mon ami n'avait pas d'argent, sinon 8 annas qu'il réservait pour son dîner. Et je n'avais, moi, pas d'argent du tout, en raison de l'accroc budgétaire mentionné plus haut. Je me trouvais en conséquence parfaitement incapable de lui venir en aide. « On pourrait bousculer un chef de gare et lui faire expédier une dépêche à l'œil, » dit mon ami. « Mais il s'ensuivrait des enquêtes sur vous et moi, et je suis vraiment trop occupé ces jours-ci. Vous disiez que vous reveniez par la même ligne prochainement. »« Dans 10 jours, répondis-je. »« Vous ne pourriez pas réduire à 8 ?» dit-il. « Mon affaire est plutôt pressée. »« Je peux envoyer votre télégramme dans 10 jours au plus tard, si cela peut vous rendre service, dis-je. Réflexion faite, j'aurais peur de manquer mon homme maintenant, si j'envoyais une dépêche. Voilà ce que c'est. Il quitte Delhi le 23 pour Bombay. Cela veut dire qu'il passera à Ajmir dans la nuit du même jour. Mais je serai au fond du désert, expliquai-je. Parfaitement, dit-il. Vous changez à Marwar pour entrer dans le territoire du Jodhpur, c'est nécessaire. Et lui passera à Marwar, avec la malle de Bombay de bonne heure, dans la matinée du 24. Pouvez-vous vous trouver à ce moment à la gare de Marwar? Cela ne vous dérangera guère. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans ces États de l'Inde centrale, même en se faisant passer pour correspondant du Backwoodsman. Vous y êtes allé de ce truc-là? Demandai-je. Des tas de fois. Mais on se fait pincer par les résidents et ramener à la frontière avant d'avoir eu le temps d'amorcer. Mais pour l'ami dont je vous parle, il faut absolument que je lui fasse connaître de vive voix ce que je suis devenu, ou bien il ne saura pas où aller. Ce serait gentil à vous, si vous pouviez quitter l'Inde centrale à temps pour l'attraper à Marwar et lui dire « Il est allé sud pour la semaine. Il saura ce que ça signifie. C'est un fort bonhomme, avec une barbe rouge, et distingué, je vous prie de le croire. Vous le trouverez dormant comme un monsieur, tous ses bagages autour de lui en seconde.
Mais n'ayez pas peur. Baissez la glace et dites-lui. Il est allé sud pour la semaine. Il se grouillera. Cela ne raccourcit que de 2 jours votre séjour là-bas. Je vous le demande, comme à un étranger sur la route de l'Ouest, dit-il avec emphase. Et vous ? D'où venez-vous ? De l'Est, dit-il. Et j'espère que vous lui ferez la commission sans faute, pour l'amour de ma mère, comme de la vôtre. L'Anglais ne s'émeut guère, en général, d'entendre invoquer la mémoire de sa mère. Mais, pour certaines raisons qui apparaîtront par la suite, je crus devoir m'engager. Il s'agit de choses sérieuses, dit-il. Et c'est pour cela que je vous demande de le faire. Et je sais maintenant que je peux y compter. Un compartiment de seconde en garde Marwar et un homme roux endormi sur la banquette. Vous vous rappellerez bien. Je descends à la prochaine station et il faut que je reste là, jusqu'à ce qu'il vienne ou m'envoie ce qu'il faut. Je ferai la commission si je le joins, dis-je. Et, pour l'amour de votre mère, comme de la mienne, je vous donne un petit conseil. N'essayez pas de faire les États de l'Inde centrale en ce moment, à titre de correspondant du Backwoodsman. Il y en a un vrai qui se balade par là, et cela pourrait tourner très mal pour vous. Merci, dit-il avec simplicité. Et quand le pourceau s'en va-t-il ? Je ne peux pas mourir de faim parce que cela lui plaît de me gâter mon travail. Je comptais empaumer le Raja de Degumber à propos de la veuve de son père, et lui donner le trac. Qu'est-ce qu'il a donc fait à la veuve de son père ? Bourré de poivre rouge, pendu à une poutre par un pied et fouetté à mort à coups de babouche. J'ai découvert le poteau rose moi-même, et je suis le seul qui oserait passer les frontières du Degumber pour aller faire le prix de ma discrétion. Ils essayeront de m'empoisonner, comme à Shortumna, quand j'allais butiner par là. Mais ferez-vous ma commission à l'homme de la gare de Marwar ? Il descendit en route à une petite station, et je me mis à réfléchir. J'avais entendu parler plus d'une fois de ces hommes qui, se faisant passer pour correspondants de journaux, saignent les petits États indigènes en les menaçant de scandales, mais je n'avais rencontré aucun membre de leur caste auparavant. Ils mènent une vie dure et meurent généralement de mort très subite. Les États indigènes professent une salutaire horreur pour les journaux anglais, toujours susceptibles de mettre en lumière leur méthode originale de gouvernement. Et ils font de leur mieux pour gorger les journalistes de champagne ou leur tourner la tête à grand renfort de landau à 4 chevaux. Ils ne comprennent pas que personne ne se soucie plus que d'une guigne de l'administration intérieure d'un État indigène, tant que l'oppression et la criminalité s'y maintiennent dans des bornes raisonnables, et tant que le chef n'y reste pas sous l'influence de l'opium, de l'eau-de-vie ou de la maladie d'un bout de l'année à l'autre. Les États indigènes furent créés par la Providence afin de pourvoir le monde de décors pittoresques, de tigres et de descriptions. Ce sont de sombres coins de la terre, pleins d'inimaginables cruautés, qui touchent d'un côté au chemin de fer et au télégraphe, et de l'autre au jour d'Haroun al-Rachid. En débarquant du train, je réglai mes affaires avec plusieurs potentats locaux et passai en 8 jours par des périodes les plus variées. Un jour en frac, je partageai la table de princes et de hauts fonctionnaires dans une débauche de cristal et d'argenterie. Et un autre jour, j'étais vautré sur le sol nu, trop heureux de dévorer la première nourriture trouvée, avec une galette pour toute assiette, buvant l'eau des ruisseaux et partageant la couche de mon domestique. Puis, comme je l'avais promis, je mis le cap sur le grand désert indien à la date convenue, et le train de nuit me déposa à la gare de Marwar, d'où bifurque sur Jodhpur un petit tortillard indigène. Le train Delhi-Bombay faisait son arrêt en gare quand j'arrivai, et j'eus à peine le temps de remonter le quai en scrutant les voitures. Il n'y avait qu'une seule seconde classe dans le train. Je baissai la vitre et je découvris une barbe d'un roux flamboyant, à moitié masquée par une couverture de voyage.
C'était mon homme. Il dormait à poing fermé. Je le secouai légèrement d'une bourrade dans les côtes. Il s'éveilla en grognant, et je vis sa figure à la clarté des lampes. C'était une large figure à la peau luisante. « Encore les billets ?» dit-il. « Non, je suis chargé de vous dire qu'il est allé sud pour la semaine. Il est allé sud pour la semaine. » Le train partait. L'homme roux se frotta les yeux et répéta. « Il est allé sud pour la semaine ?» Ça ressemble bien à son impudence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.